Donc bonjour à tous, c'est le deuxième cours sur l'Empire romain, donc c'est l'équivalent des pages 124 et 125 qui sont dans votre livre. Alors on va parler dans ces pages essentiellement de la formation de l'Empire romain. Tout part bien sûr de la ville de Rome. Je vous avais présenté en introduction un peu les différents endroits où on peut être. Alors on est en Italie bien sûr, et je vais essayer de vous montrer le position en fait de la ville de Rome. Donc on voit le fleuve dont je vous avais parlé dans l'introduction, à savoir le fleuve du Tibre, et on voit que les débuts de Rome se situent plutôt ici. Alors pourquoi ce site géographique particulièrement? Il y a quand même deux avantages. L'un, tout d'abord, le fleuve. Le fleuve va permettre de transporter tout simplement les choses qu'on veut exporter. C'est aussi un moyen de se déplacer facilement, un moyen d'avoir de l'eau potable aussi, puisque à l'époque forcément on n'a pas toujours de l'eau très facilement, et aussi pour les activités du quotidien. On a aussi d'autres lacs qui vont servir de réserve d'eau potentielle. Et les montagnes, le deuxième avantage, c'est ces montagnes, hein, les 7 montagnes sacrées, le Palatin, le Capitole, l'Aventin, etc. Donc ces 7 montagnes se forment comme une espèce d'enceinte naturelle, de mur de protection naturelle, donc c'est facile aussi à défendre. Donc on a là les deux avantages pour le site de Rome, à savoir la ressource en eau, avec le fleuve aussi qui permet de se déplacer. Là, vous voyez, Rome est quand même assez loin de la mer, mais si on prend le fleuve, on peut acheminer toutes les marchandises jusqu'à la mer, et notamment un port qui deviendra célèbre, le port d'Ostie, et ensuite ça peut prendre la mer pour des transports plus lointains. Et enfin, les collines, je le répète, parce que quand on est en hauteur, ben forcément c'est une position qui est plus difficile à prendre, mais c'est aussi une situation géographique qui permet de se protéger et de voir venir l'ennemi de loin. Donc, pour le site de Rome, voici l'explication logique et géographique de son implantation. Dans l'histoire, et notamment des fois c'est un peu une histoire mythologique hein, de Rome, on a par exemple un épisode célèbre qui est l'épisode du Capitole. Le Capitole, c'est une espèce de montagne sacrée, il y a comme un temple là-haut. Et il était dit que justement, alors que des ennemis attaquaient, ce sont des oies qui vont alerter les ennemis sur vont alerter pardon les soldats romains sur la présence d'ennemis, et vont ainsi permettre de repousser les ennemis. Donc on voit hein, la position stratégique, le fait d'être en hauteur permet de repousser plus facilement l'ennemi. Selon la tradition romaine, Rome aurait été créée en 753 avant Jésus-Christ. Alors c'est une date a priori, hein, on est dans le 8e siècle, ce que semblent confirmer les ressources archéologiques. Et la fondation de Rome serait due à cette légende de Romulus et Rémus. Alors quelle est l'origine de ces bébés? En fait, ce serait une prêtresse qui reçoit les faveurs du dieu Mars, et donc Mars fait un enfant rapidement à la Vestale, et de cela naissent deux bébés. Bébés forcément qui vont être abandonnés parce que normalement une Vestale se doit de rester vierge pour les dieux, mais très rapidement Mars envoie, le dieu Mars, dieu de la guerre, hein, envoie une louve pour protéger les enfants, les allaiter et prendre soin d'eux. Et donc les enfants seront ainsi élevés et vont pouvoir grandir. Après moultes aventures, ils vont créer la ville de Rome. Romulus est celui qui va notamment creuser à la charrue, je vous l'avais dit, les remparts symboliques. On fait un petit sillon pour représenter les remparts futurs de la cité, les murailles futures de la cité. Et son frère a la bêtise de passer au-dessus de ce sillon de charrue, ce qui, pour un Romain, parce que les Romains sont quand même assez superstitieux dans une période antique, et puis notamment en plus dans un récit mythologique, d'autant plus on remet pas en question la foi. Donc Rémus passe au-dessus de ces remparts symboliques, et par conséquent, Romulus se bat avec son frère et le tue. Mais Rome, néanmoins, est créée, et Rome vient du nom de ce héros sacré qui aurait été demi-dieu en quelque sorte, et celui qui a créé Rome, donc Romulus.
Donc voilà pour le récit mythologique auquel fait référence justement la page 124. Dans, on va le dire, des sources un peu plus historiques, qu'en est-il de la ville de Rome? Alors je vous avais dit, Rome, on est là en Italie, hein, tout ce qu'on sait, c'est ce qu'on peut voir aussi, c'est l'importance de la conquête de Rome, qui au départ n'est qu'une simple ville, tout autour du bassin méditerranéen et même au-delà, jusqu'en Grande-Bretagne actuelle, hein, la Britannia effectivement, qui est tout au nord, qui sera son point le plus septentrional, c'est-à-dire le plus au nord. Alors ça s'est pas fait en un jour, ça s'est fait par étapes. Tout d'abord, la première conquête, le premier territoire qui est conquis, c'est les alentours de Rome. Et notamment, si je viens ici, on sait que justement ça va se faire en étapes. Tout d'abord, la conquête de l'Italie avec, je le disais, la péninsule italienne, c'est la première étape. L'expansion autour du bassin méditerranéen et notamment la conquête de la Grèce. La lutte contre Carthage qui va être le grand ennemi dont j'avais déjà parlé précédemment. Et puis la guerre des Gaules. Alors, les Étrusques, il faut savoir que c'est un peuple qui vivait au nord de Rome plutôt, hein, c'est un peuple dont on sait finalement peu de choses parce que on a très peu de sources archéologiques, puis souvent dans les écrits romains on a une vision très négative, mais c'était les ennemis des Romains donc c'est assez logique. Enfin si je schématise un peu. Donc les Étrusques se situaient au nord de Rome et ce qu'on sait c'est que Rome, à partir du 5e siècle, va avoir plus d'emprise sur les territoires étrusques et va remporter plusieurs victoires sur les territoires étrusques. Alors ce qu'il faut savoir que c'est nouveau hein, ce qui se passe au 5e siècle avant Jésus-Christ parce qu'avant c'était plutôt les Étrusques qui avaient de l'influence sur Rome. Donc là, 5e siècle, Rome va conquérir cette partie-là du nord de l'Italie et aussi la partie ici. Le deuxième exemple, donc là, si je vous montre simplement deux exemples d'art étrusque, vous voyez que c'est très différent de l'art romain, hein, avec des visages un peu allongés, assez bizarres selon nos critères actuels artistiques. Là, c'est vraiment pas de l'art classique. Et on voit aussi ici toujours un peu cette tête allongée, un art très 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 coloré qui diffère beaucoup de ce qu'on se représente en général comme art romain. L'autre étape, je vous le disais, c'est l'extension autour du bassin méditerranéen. Alors le bassin méditerranéen, c'est quoi? C'est toutes les rives de cette mer intérieure dont je vous ai déjà parlé, qui est la Méditerranée. Alors tout ce qu'il y a autour de la Méditerranée, on va parler de bassin méditerranéen. Alors on voit bien qu'il y a vraiment une logique, hein, que c'est la Méditerranée qui est au milieu de toutes les conquêtes. Forcément parce qu'à l'époque, la mer, c'est un des moyens les plus faciles pour se transporter, pour se déplacer. Euh, Qu'est-ce qui va être conquis? On voit là, c'est la partie en jaune clair, une partie de l'Espagne et aussi une partie de la Grèce. Alors là, c'est pas une conquête militaire forcément. Au départ, ce sont des cités grecques qui vont demander, au deuxième siècle, il y a comme des problèmes de sécurité. Il y a des pirates dans la mer qui attaquent certaines cités. Il y a des cités qui font des guerres entre elles. Donc finalement, les Romains sont appelés plutôt pour sécuriser la zone par certaines cités qui ont besoin de la protection des Romains. Alors c'est plutôt au départ pour protéger les cités grecques, mais il y a certaines cités grecques qui vont dire on ne veut pas de la protection des Romains, puis Rome va quand même s'affirmer, notamment ce qui est du nord de la Grèce ici en Macédoine. Et au deuxième siècle, on va avoir vraiment une présence très importante de Rome qui va assimiler la Grèce. Assimiler dans le sens politique, l'intégrer dans son empire. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va l'assimiler culturellement, je vous l'ai déjà dit, parce que Rome, souvent, est très ouverte à la culture des autres. Notamment, si on regarde ici, au bas de l'acropole d'Athènes, hein, vous vous souvenez, dans le chapitre précédent, on a vu l'acropole d'Athènes avec le Parthénon, etc. Là, on a un peu sur le côté, on a ici plutôt ce qui semblerait être le côté, je dirais, ouest
côté est ou ouest, je sais pas trop, de l'acropole. Puis on voit ce bâtiment qui est beaucoup plus romain, hein, un hexagone, et c'est la seule trace vraiment architecturale romaine dans Athènes, qui s'appelle d'ailleurs la Tour des Vents. Donc un peu différent, on voit qu'il n'y a pas de colonne, il n'y a pas de fronton, etc. Mais à l'inverse, si on regarde par contre ce qui a été construit à Rome, on voit que c'est totalement de l'architecture grecque classique. On retrouve un peu ce qu'on avait vu dans la Athènes de Périclès, à savoir les colonnes, le fronton ici, l'espèce de péristyle, hein, c'est-à-dire d'ensemble de colonnes autour du temple, et puis le temple qui est un peu en retrait. On a les chapiteaux qui sont le haut des colonnes seulement qui sont décorés, le reste est resté quand même nu, mais le haut des colonnes est décoré, et on a ici des colonnes corinthiennes de type corinthien parce qu'elles sont décorées avec des feuilles d'acanthe. Donc on voit bien que Rome va être fascinée par la Grèce au niveau de l'architecture, mais aussi au niveau de la culture en général, notamment pendant une partie de la République romaine, c'est très bien vu d'apprendre le grec pour avoir accès aux philosophes grecs, à toute cette pensée grecque, aux savants grecs. Donc ça, d'un point de vue culturel, il y a vraiment un rayonnement de la Grèce, et Rome va beaucoup, beaucoup s'inspirer de la culture grecque. Et notamment, elle va reprendre certaines des légendes grecques, comme la guerre de Troie, les dieux. Elle va tout simplement assimiler les dieux grecs à ces dieux qu'elle connaît. C'est pour ça que des fois, quand on parle de Zeus, ça c'est le nom grec, mais on dit des fois Jupiter, c'est le même nom, effectivement, puisque Jupiter c'est le nom romain, mais pour les Romains c'est le même dieu. Donc on voit bien religion, langue, du moins l'apprentissage de la langue, culture, architecture, tout cela va être récupéré par Rome. C'est pour ça que des fois on parle de culture gréco-romaine, tellement il y a eu d'emprunts de Rome à la Grèce. Alors l'autre ennemi, si je reprends ce que je vous avais montré tantôt comme plan, l'autre étape dans la conquête du bassin méditerranéen, c'est la lutte contre Carthage. Puis vous avez dit, ça c'est la grande différence avec la Grèce, c'est que la Grèce, ça s'est passé relativement pacifiquement, avec la nuance majeure de la Macédoine, mais quand même dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé, tandis que la lutte contre Carthage, c'est vraiment une guerre acharnée qui trouve sa fin avec les dates -149, -146, c'est le siège de la ville de Carthage. Donc Carthage se trouve de l'autre côté du bassin méditerranéen, elle se trouve, excusez-moi, oups, ici, donc de l'autre côté sur la rive sud de la Méditerranée, dans la Tunisie actuelle, et elle a un rayonnement sur une grande partie du bassin méditerranéen, on le voit bien ici, ça c'est plutôt l'Empire de Carthage, tout ce qui est en violet, hein, ses alliés aussi. Et on voit qu'à l'époque, on est plutôt avec l'Empire romain qui débute, qui a conquis l'Italie. Puis au fur et à mesure que les Romains vont commencer à conquérir notamment l'Espagne, je vous l'avais dit, il va y avoir des tensions avec justement Carthage, car les Celtibères sont des alliés de la ville de Carthage. Par conséquent, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des heurts. Je vous avais expliqué aussi que on a ce chef militaire, Hannibal, qui va prendre les éléphants, passer ici, passer les Alpes et venir attaquer jusque Rome, ce qui va terroriser les Romains qui n'avaient jamais vu d'éléphants. Et donc on a quand même un contentieux assez grave entre les deux cités, à tel point que en -149, on met le siège devant la cité de Carthage, dont on voit que l'architecture est totalement différente, c'est vraiment une autre civilisation. Et c'est Rome qui gagne en -146, sa grande rivale, ce grand empire rival qu'est Carthage va disparaître, la ville va être incendiée, la population va être massacrée, et on va aussi répandre le sel pour que plus rien ne repousse. Donc on a vraiment une volonté d'éradiquer totalement Carthage. C'était le vrai concurrent, entre guillemets. Au 1er siècle, on a, et vous voyez, hein, c'est plutôt la partie jaune-orangé ici sur la carte, on va avoir la conquête notamment de la Gaule. Alors pourquoi la conquête de la Gaule? On le retient souvent comme grand moment de la conquête de l'Empire, alors qu'il y a d'autres provinces qui sont finalement beaucoup plus riches que la Gaule, hein. Je pense notamment à l'Égypte, hein.
c'est pourquoi la Gaule, elle a un avantage aussi important, alors que c'était même pas des peuples qui étaient unis. C'est simplement parce que cette conquête de la Gaule va permettre de révéler un homme qui va changer l'histoire romaine, qui est le fameux Jules César. Celui qui est responsable de la guerre des Gaules, c'est Jules César. Alors on a ici une reconstitution de remparts de sièges qui ont été faits autour de la ville d'Alésia. Alors on a typiquement les remparts romains avec ici des fossés, des buttes, des fossés, ce qui évite les charges à cheval, hein, parce que forcément les fossés sont beaucoup trop profonds. Parfois on a aussi des pieux qui sont placés là pour que les ennemis, s'ils sonnent la charge avec leurs chevaux, viennent s'empaler sur les pieux. Et après on a ces remparts, alors ça peut paraître peu intéressant parce que c'est en bois, mais c'est quand même très efficace pour l'époque. Et on a Alésia, qui est une cité en hauteur, puis on voit ici tous les remparts romains. Le siège d'Alésia en 52, il est déterminant, donc là on a une vue du dessus, on a ici le camp d'Alésia, avec notamment le fameux Vercingétorix. Tout autour, on a les Romains qui sont en rouge, qui vont mettre le siège autour de la ville d'Alésia. Et en 52 avant Jésus-Christ, c'est un succès de César, une très belle manœuvre militaire qui va définitivement asseoir son triomphe et son succès à Rome. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, César était consul, mais on va voir un peu son, son parcours. Ce qu'il faut retenir de la guerre des Gaules, pourquoi c'est si important de moins 58 à moins 51, c'est parce que ça va permettre à César d'avoir énormément d'influence dans la vie politique romaine. Alors la vie politique romaine, justement, quelle est-elle? Rome n'a pas toujours été un empire, et c'est la première chose qu'il faut savoir. Si je prends le document 5 de votre livre à la page 125, vous avez ce document-là, on voit bien que de 753 à 509 avant Jésus-Christ, celui qui exerce le pouvoir, c'est un roi, notamment la dynastie des Tarquins, hein, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire romaine. Et c'est-à-dire que c'est une personne qui dirige l'ensemble de la ville de Rome. Alors, on l'a vu, pourtant à cette époque-là, Rome n'a pas énormément de pouvoir, elle est même en partie dominée par les Étrusques. Mais c'est surtout avec la République que Rome va prendre vraiment son expansion, et c'est là que vont se faire la plupart des conquêtes de Rome. Il y a plusieurs administrateurs qui sont des représentants du peuple. C'est pas une démocratie, mais on a quand même une participation de plusieurs personnes. Et si on prend rapidement ce document, il y a des magistrats et il y a aussi les tribuns de la plèbe qui sont les représentants des plus pauvres, des plébéiens justement qu'on a ici. Et les patriciens sont plutôt des citoyens qui sont riches. Et les non-citoyens, mais ça reste les mêmes qu'en Grèce, les femmes, les enfants, les étrangers et les esclaves. Donc on a ces citoyens, avec une distinction entre les plus riches et les moins riches, qui vont avoir des représentants, notamment les tribuns de la plèbe. On a les comices, donc on a quelque chose qui ressemble quand même à un pouvoir populaire, même si dans les faits, ce sont souvent les grandes familles, parce qu'elles sont riches, qui ont du pouvoir. On se retrouve avec justement pour quelqu'un qui veut réussir sa carrière politique à Rome, ben c'est un peu ce qu'on appelle le cursus honorum, la course des honneurs. Il faut commencer questeur. Si on a un bon questeur, on devient édile. Si on est un bon édile, on devient prêteur. Puis si on a un bon prêteur, on devient consul. C'est exactement ce qui va se passer avec César. Et notamment, c'est lorsqu'il est consul d'une partie de la Gaule qui va mener la guerre des Gaules. Alors justement, la République, on le voyait tantôt, se termine en 27 avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il faut savoir, c'est que justement, ce qu'explique aussi votre livre, Jules César, ce personnage qui a vécu quand même longtemps hein, pour l'époque, de 100 à 44 avant Jésus-Christ, c'est un homme d'État romain qui a réussi, qui est quelqu'un de très intelligent, qui va aussi avoir énormément d'ambition et qui réussit à s'élever petit à petit, à faire le cursus honorum. Et en 58-51, son idée, c'est de s'imposer aussi
comme un grand général romain, quelqu'un qui a des victoires et qui conquiert des nouveaux territoires pour Rome. Pourquoi il veut faire ça? Parce qu'il a un rival, quelqu'un de très populaire à Rome, qui est Pompée. Puis Pompée lui fait un peu de l'ombre, puis lui, il veut dépasser Pompée. Donc la guerre des Gaules, c'est une façon de se mettre en valeur. À l'époque, quand on a euh, été un général, puis qu'on revient ainsi d'un grand succès, on a le droit au triomphe, c'est-à-dire qu'on rentre dans Rome avec une haie d'honneur, etc. Mais César inquiète, son prestige est tellement grand qu'il inquiète notamment le Sénat qui le garde à l'extérieur de la ville et notamment un petit fleuve qui s'appelle le Rubicon, une petite rivière, le Rubicon, qui sert de limite naturelle au territoire urbain romain. Et César en a marre d'attendre et il décide de lui-même de s'imposer, de passer, de franchir le Rubicon, ce qui est devenu d'ailleurs une expression en français. Et il va déclencher pour cela une guerre civile, je vais rapidement, mais entre ceux qui pensent que César a commis une faute, qu'il faut l'arrêter parce qu'il n'a pas attendu le Sénat pour faire ce qu'il avait à faire, puis ceux qui au contraire sont des partisans de César, il va y avoir une première guerre civile. Finalement, il réussit à se faire nommer dictateur, ce qui est en fait un titre qui existait dans la République. Il y a eu plusieurs dictateurs, mais d'habitude c'est pour une période donnée, pour une période de crise. César, lui, il se fait nommer dictateur à vie. Et là, beaucoup de personnes se disent, cet homme-là a beaucoup trop de pouvoir, il a beaucoup trop d'influence, et par conséquent, il l'assassine en 44 avant Jésus-Christ. S'ensuit une nouvelle guerre civile, et c'est son fils adoptif qui s'appelle Octave, qui va s'inspirer et qui va aussi tenter de récupérer le prestige de son père adoptif pour non seulement se débarrasser des autres prétendants, notamment le fameux Marc-Antoine, et il s'impose en moins 27, prend tous les pouvoirs et décide de ne pas être seulement dictateur à vie, mais de s'appeler empereur. Et il va prendre le titre de Auguste, qui vient du latin Augustus, qui signifie élu des dieux. Alors, Octave devient Auguste, ça signifie que quoi? Ça signifie que Octave, le dictateur, l'homme politique romain, dernier grand représentant de la République, décide de renoncer à la République et de créer, fonder vraiment l'Empire romain et de devenir empereur en moins 27 avant Jésus-Christ. Donc voilà, vous avez beaucoup d'éléments. Je vous laisse répondre maintenant aux questions 126-127. Travaillez bien.